étroit. C'était juste 3 marches en bois, usées par le temps, qui séparaient le salon de ma chambre. Mais ce matin-là, elles étaient devenues l'Himalaya. J'étais assise sur la 2e, le souffle coupé, le cœur battant si fort que j'entendais le sang marteler mes oreilles. J'avais 74 ans et j'étais en train de mourir sur mon propre escalier. Je m'appelle Agnès Dubois. Pendant 30 ans, j'ai été la reine de la cantine scolaire, celle qui préparait des repas pour des centaines de petits Lyonnais. Mes mains connaissèrent la chaleur du four, le poids des marmites de 20 litres, la fierté d'une bonne purée. Elles n'étaient pas faites pour trembler comme ça, ni pour agripper une rampe avec une telle panique. « Il faut écouter son corps, Agnès », avait dit la docteure la semaine dernière. Mais mon corps ne parlait plus. Il criait. Depuis 6 mois, c'était l'enfer. Ça avait commencé doucement. La difficulté à plier les genoux pour ramasser les légumes dans mon jardin, puis l'essoufflement après avoir fait le tour du pâté de maison. Ensuite, les chevilles enflaient, au point que mes chaussons me serraient. Je me sentais lourde, pleine d'eau, comme un vieux navire qui prend l'eau. J'étais allée voir les médecins. J'avais fait des scanners, des électrocardiogrammes, des prises de sang. Rien de définitif, m'avait-il dit. Le cardiologue, ce jeune homme si sûr de lui, m'avait regardé par-dessus ses lunettes. « Madame Dubois, c'est le stress de l'âge. Vous n'avez plus la vigueur. » J'aurais voulu lui jeter une louche à la tête. Moi, le stress? J'avais géré des centaines de gamins affamés et une cuisine industrielle pendant 30 ans. J'avais tenu cette petite maison de pierre, payée avec mon mari, sou par sou. Ce n'était pas le stress, c'était une agonie lancinante. Je pensais que je me décomposais de l'intérieur, lentement, sans raison. Et la seule personne qui me tenait la main dans cette descente, c'était Sylvie, ma fille unique. Sylvie avait 45 ans, et un mari, Michel, qui collectionnait les dettes, comme d'autres collectionnent les timbres. Sylvie, elle, ne manquait jamais de venir. Chaque matin, elle était là, avec son grand sourire, toujours un peu trop brillant, toujours un peu trop pressé. « Maman, tu ne devrais pas t'inquiéter. Je t'ai préparé un bon petit bouillon, plein de vitamines, » disait-elle. Sylvie s'était mise en tête de devenir ma soignante dévouée. Elle insistait pour que je boive sa tisane spéciale, son bouillon de légumes ou la soupe qu'elle m'apportait pour le dîner. Elle prenait ma tension avec un appareil automatique et notait tout religieusement. « Ouh là, maman, encore 180 sur 110. Il faut vraiment te reposer. » 180 sur 110. Une tension de crise, je le savais. Et plus elle s'inquiétait à voix haute, plus je me sentais coupable de la déranger avec ma maladie sans nom. Pourtant, une petite voix commençait à murmurer dans mon ventre, là où j'avais toujours eu mon intuition de cuisinière. C'était une intuition qui me disait quand une pâte allait mal lever ou quand un plat allait tourner. Mon corps parlait, et il y avait une drôle de coïncidence dans sa maladie. Je me sentais mal, terriblement mal, juste après les passages de Sylvie. Le matin, avant qu'elle n'arrive, j'arrivais à traîner jusqu'au potager. Mais après avoir bu sa tisane bonne pour la tension et avalé son bouillon, c'était comme si un poids s'était abattu sur moi. Mes jambes devenaient froides des poteaux et ma poitrine se serrait. Était-ce la vieillesse qui me rendait paranoïaque? À mon âge, on voit les choses autrement. On doute de sa tête plus que de ses jambes. Je me disais que je devais être en train de devenir folle, d'accuser ma propre chair d'une chose pareille. Un jour, j'ai voulu la remercier. Je lui ai dit, les larmes aux yeux. « Merci, ma puce, d'être là. Sans toi, je ne sais pas comment je ferais. » Sylvie avait posé la louche et son sourire s'était étiré. Ce n'était pas un sourire de fille aimante. C'était un sourire de banquier qui reçoit une bonne nouvelle. Ses yeux brillaient d'une façon qui me faisait froid dans le dos. Il y avait dans son regard une attente, une patience qui n'était pas celle de l'amour, mais celle de l'avidité. « Tu sais, maman,
On n'a plus 20 ans, m'avait-elle répondu, avec une douceur glaciale. Mais ne t'inquiète pas, le notaire avance bien sur le dossier. Le notaire. Pourquoi parlait-elle du notaire, alors que j'étais encore en vie? J'essayais de lui poser des questions simples sur ses recettes, sur ce qu'elle mettait dans ses bouillons. Après tout, j'étais la cuisinière, je connaissais les saveurs. Mais elle me coupait toujours. « Laisse, maman, tu te fatigues pour rien. C'est ma recette secrète, pour que tu reprennes des forces. » Elle devenait nerveuse, et elle s'empressait de tout cacher, de tout ranger dans le vieux placard haut, là où je n'arrivais plus à atteindre. Elle fermait le placard à clé, sous prétexte que les souris, ou le chat du voisin, pouvaient renverser les ingrédients. Des souris? Dans ma cuisine toujours impeccable? C'était la cuisine d'Agnès Dubois, pas la cour des miracles. Le doute devint une petite bille de fer glacée dans ma gorge. Je ne mangeais plus comme avant. Je faisais semblant de tout finir, mais je versais une partie du bouillon dans le pot de fleurs près de la fenêtre. Et chose étrange, les jours où j'en buvais peu, mes jambes étaient moins lourdes, ma respiration un peu plus aisée. Je me disais, je suis en train de devenir folle. Je me disais, c'est ma fille, c'est impossible. Mais l'impossible s'est mis à hurler au silence un mardi soir. Je ne pouvais pas dormir à cause de mes pièces gonflées et de mes palpitations. Il était minuit passé. Je suis descendue lentement pour chercher un verre d'eau, ma canne cliquetant légèrement sur le plancher de bois. Sylvie n'était pas encore partie. Elle était dans le bureau de mon défunt mari, la petite pièce que nous avions transformée en bibliothèque. Elle y passait ses soirées, disant qu'elle travaillait sur son ordinateur. La porte était entr'ouverte. J'ai vu l'éclat bleu de l'écran, et j'ai entendu sa voix, basse, sifflante, au téléphone avec Michel, son mari. Je me suis arrêtée net. Mon cœur a fait un bond, pas à cause de la maladie, mais à cause de la terreur. J'ai entendu des mots qui n'auraient jamais dû sortir de la bouche d'une enfant que j'avais aimée et élevée. Oui, ça empire. Le médecin dit qu'elle n'arrivera bientôt plus à s'occuper d'elle-même. Écoute, il ne faut plus traîner avec le notaire. J'ai cru que j'allais m'évanouir. La rampe m'a sauvé la vie. Mes mains s'y sont agrippées. Mes jointures sont devenues blanches. Elle parlait de moi comme d'une vieille chaise qu'on allait mettre à la décharge. Sylvie a baissé la voix, la rendant presque inaudible. Mais j'étais juste derrière le mur. Le silence de la maison transportait chaque mot comme un couteau. « Je te dis qu'il faut accélérer le processus !» souffla Sylvie, sa voix se durcissant. « Avec la façon dont elle va en ce moment, nous n'aurons pas à attendre beaucoup plus longtemps pour que la maison soit à nous. » Attendre? Attendre quoi? La mort? Mon sang s'est glacé. Je n'ai plus senti la douleur dans ma poitrine. La peur était plus forte que mon corps. Sylvie ne me soignait pas. Elle attendait le moment de la signature, le moment où je serais trop faible, trop malade, pour contester. J'ai entendu le clic de son ordinateur, puis le bruit de la chaise qui recule. J'ai remonté les 3 marches à reculons, mon cœur hurlant, mais silencieuse comme un fantôme. Je me suis glissée sous mes draps, les yeux ouverts dans le noir. La question n'était plus de savoir si j'étais folle. La question était de savoir comment ma fille s'y prenait pour me tuer, et ce que je pouvais faire pour l'arrêter. Je ne savais rien de ces méthodes, mais je savais une chose. Ma fille voulait cette maison. Et pour l'avoir, elle était prête à m'enterrer. La porte de la chambre de Sylvie s'est refermée au loin. J'ai attendu, les muscles tendus. J'ai décidé de ne plus rien prendre de ses mains. Surtout, plus un seul bouillon. Le matin, quand elle arriverait avec son faux sourire et son bol fumant, je devrais trouver un moyen de le jeter. C'était ça. C'était la seule chance qui me restait. Je devais feindre la maladie et trouver la preuve. Je me suis levée, j'ai claudiqué jusqu'à la cuisine. J'ai jeté un regard rapide vers le placard haut, fermé à clé. Ce qu'elle y cachait,
C'était le secret de ma maladie. Le silence de la cuisine n'était pas accueillant. Il était complice. J'ai pris le téléphone fixe, le vieux modèle à fil. J'ai composé le numéro que je connaissais par cœur, celui d'une vieille amie qui avait toujours gardé la tête froide, une amie qui avait été infirmière. J'ai chuchoté dans le combiné. « Chantal, j'ai besoin de toi. Je crois que Sylvie me fait du mal. Viens demain matin, sans rien dire à personne. » Mon corps était encore fragile, mais mon esprit, lui, était d'une lucidité glaciale. La cuisinière qui avait sauvé des centaines de plats ratés allait sauver sa propre vie. Le lendemain matin, j'ai attendu l'arrivée de Chantal. Le téléphone, c'était le seul moyen de parler sans que Sylvie n'entende. Chantal, mon amie infirmière à la retraite, devait être ma bouée de sauvetage. Je devais agir vite, car la trahison avait fait naître en moi une force que je ne me connaissais pas. Quand Sylvie est arrivée, elle a préparé son fameux bouillon. Ce matin-là, il avait l'air encore plus épais, encore plus chargé. Je me suis dit, c'est peut-être la dernière fois qu'elle essaie de m'avoir. J'ai fait semblant de le boire, mais j'ai profité d'un moment où elle était au téléphone pour vider le bol dans mon pot de géranium, près de la fenêtre. 1 heure plus tard, Chantal est arrivée. Elle n'est pas passée par la porte d'entrée. Elle a contourné la maison, comme je lui avais demandé. Sylvie était partie faire des courses, disant qu'elle achetait des médicaments spéciaux pour ma tension. Un mensonge, je le savais. Elle allait voir son mari et le notaire. C'était ça, la vérité. Chantal est entrée. Elle m'a regardée. J'étais encore pâle. Mon souffle était court. « Agnès, tu ne vas pas bien du tout. » Je lui ai tout raconté, les conversations de Sylvie, le notaire, la maison. Et surtout, le fait que je me sentais mal après ces bouillons. « Mais qu'est-ce qu'elle peut bien mettre là-dedans, Chantal? Un poison ?» Chantal, elle a toujours su garder la tête froide. Elle est allée droit à la cuisine. Elle a pris la louche sale qui restait dans la soupière, l'a sentie, puis a trempé son doigt. Son visage a changé. Il est devenu dur, froid. « Agnès, ma belle, ce n'est pas du poison, c'est pire. C'est plus lent, et c'est indétectable pour une simple prise de sang. C'est du sel. » J'ai failli m'étouffer. Du sel? Moi, Agnès Dubois, qui ai cuisiné pendant 30 ans pour des centaines d'enfants, empoisonnés par du simple sel de cuisine. Chantal a expliqué. « Ton cœur est fragile, Agnès. Les médecins t'ont dit que tes reins et ton cœur luttent. Sylvie ne t'a jamais fait un régime sans sel, bien au contraire. Tes bouillons sont saturés de sodium. Ce sel force ton corps à retenir l'eau. C'est ça qui te fait gonfler, qui te coupe le souffle. C'est ça qui fait monter ta tension à 180/110. Elle te donne l'équivalent d'une crise cardiaque lente, masquée par une insuffisance rénale. » J'ai senti une vague de nausée me prendre. Ma propre fille utilisait la nourriture, mon domaine, pour me tuer. « Mais pourquoi? Pourquoi utiliser le sel ?» ai-je demandé, ma voix n'étant plus qu'un murmure. « Parce que le cardiologue a dit que c'était le stress. Personne n'a cherché un empoisonnement au sodium, Agnès. Elle te tue avec des ingrédients que tu aurais pu trouver dans n'importe quelle cuisine. » Chantal a regardé autour d'elle. Elle a vu le pot de géranium près de la fenêtre. Le bouillon. Les fleurs étaient fort déjà un peu flétries, comme brûlées. C'était la preuve visuelle que l'eau du potager ne suffisait pas à diluer ce que Sylvie mettait dans mes repas. La rage a remplacé la peur. J'ai serré mes mains, les jointures blanches. Je ne pouvais pas la laisser gagner. Elle voulait ma maison, mon héritage, et elle utilisait ma fragilité pour l'obtenir. Chantal, voyant ma détermination, a pris ma main. « Maintenant, on travaille ensemble. Je te soigne, et toi, tu rassembles les preuves. » Elle a mis de côté tout ce que Sylvie m'apportait. « On ne boit plus que de l'eau claire, Agnès. On mange des légumes cuits, sans sel. Et on va faire baisser cette pression. » J'étais cuisinière. Je savais comment manger sans sel.
Mais elle m'a appris des choses sur la circulation que je ne savais pas. Elle a pris mon pied, tout gonflé, et a expliqué. L'eau s'accumule là, car ton cœur n'arrive pas à tout pomper. Il faut l'aider. Elle m'a montré une vieille bassine en plastique. Tu vas te préparer de l'eau chaude. Pas bouillante, mais bien chaude. 30 secondes. Elle a mis mes pieds dedans. 15 minutes comme ça. L'eau chaude attire le sang vers tes pieds, Agnès. Ça soulage le cœur et ça fait chuter ta pression. J'ai testé immédiatement. Chantal a pris ma tension avec son vieux tensiomètre manuel, bien plus fiable que celui automatique de Sylvie. 170/105, a-t-elle annoncé. 15 minutes après le bain de pied, elle a remesuré. Regarde ça, Agnès. 147/97. Tu as fait chuter ta pression de 23/8 points en 15 minutes. C'est ça le pouvoir d'aider ton corps à circuler. J'étais stupéfaite. Je me soignais moi-même, avec une simple bassine d'eau chaude. C'était la vie continuait, et elle m'offrait une chance. Chantal ne s'est pas arrêtée là. Et quand tu es essoufflée, Agnès, quand ton cœur s'emballe, tu dois apprendre à ralentir. Elle m'a montré la respiration. Tu inspires doucement, par le nez, en comptant jusqu'à 4. Tu tiens l'air 2 secondes. Et tu souffles lentement par la bouche, en comptant jusqu'à 6. J'ai pratiqué. Inspirer 4, retenir 2, expirer 6. 2 minutes de ça. J'ai senti mes épaules se relâcher. J'ai eu moins peur. Ma pression était à 155/102, a dit Chantal. 2 minutes après, 137/92. 18 points de moins sur la première mesure. C'était incroyable. Mon corps me disait la vérité, et Chantal m'apprenait à lui répondre. Pendant 30 ans, j'avais nourri les autres. Maintenant, je devais apprendre à me nourrir de la bonne manière pour me sauver. Notre mission était double, me rétablir en secret et trouver la preuve irréfutable contre Sylvie. J'ai envoyé Chantal chez Maître Leclerc, le notaire que Sylvie avait mentionné. Je lui ai demandé d'y aller sous un prétexte bidon, d'acheter un papier à en-tête, ou je ne sais quoi. Chantal est revenue, le visage fermé. Agnès, elle est allée loin. Elle a déjà fait préparer les documents de transfert de propriété. Elle a raconté au notaire que tu étais trop faible pour te défendre, que tu ne comprenais plus rien. Le notaire. Sylvie avait tout planifié. Elle voulait non seulement que je meure, mais que ma mort soit légale, sous l'apparence d'un transfert de propriété légitime. Elle a fixé le rendez-vous pour la signature finale, a soufflé Chantal. C'est dans 48 heures, mercredi matin, 10 heures. 48 heures pour que ma fille me mette une croix dessus et récupère ma maison. C'était la date limite. Et il n'y a pas que la maison, Agnès. Tu avais une assurance vie rattachée à l'hypothèque au nom du dernier des 2 survivants, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. 150 000 €. Sylvie a déjà commencé les démarches pour encaisser. Elle parle d'un total de 450 000 € entre la valeur de la maison et l'assurance. Elle veut ça pour Michel et ses dettes. J'ai senti la douleur de la trahison monter. Elle ne me tuait pas seulement, elle me volait. Et elle volait la mémoire de mon mari qui avait mis cet argent de côté pour ma sécurité. Je n'étais pas une mère pour elle. J'étais un compte en banque. C'était une vérité amère, plus salée que tous ces bouillons. À chacun sa croix, ai-je murmuré. Mais je n'avais pas l'intention de porter la sienne. La maladie était une chose, mais cette avidité était intolérable. Je ne pouvais pas mourir, laissant ma maison à une meurtrière. Il fallait un plan, et il fallait un enregistrement de sa propre bouche. Chantal est allée au magasin et m'a rapporté un petit dictaphone numérique, à pile. Je l'ai caché dans un vieux pot à confiture, que j'ai placé sur le comptoir de la cuisine, juste à côté de l'endroit où Sylvie posait le bouillon. Le lendemain soir,
Sylvie est arrivée, souriante, plus pressée que d'habitude. Elle sentait la victoire proche. « Maman, il faut que tu boives ça », a-t-elle insisté, me tendant un bol fumant. « C'est un nouveau bouillon, très concentré, pour te donner des forces avant demain. » Je savais que c'était le coup de grâce, une dose massive de sel pour m'assurer que je serais trop faible pour lever le stylo chez le notaire. Je me suis penchée, ma main tremblante jouant la faiblesse. « Tu es si gentille, ma puce. Je suis si faible. » J'ai mis la cuillère à mes lèvres, faisant semblant d'avaler une gorgée. Puis je me suis mise à tousser très fort, m'agrippant à ma poitrine. « Ah, ça me brûle un peu !» ai-je haleté, en prenant ma respiration 4-2-6 en secret. Sylvie s'est approchée, un air faussement inquiet. « Il faut bien que tu reprennes des forces, maman. Demain, c'est un jour important. » J'ai senti que le dictaphone enregistrait, discrètement. « Cet argent, Sylvie. » J'ai fait une pause, ma voix fragile. « Cet argent, c'est pourquoi déjà ?» Elle est tombée droit dans le piège. Elle pensait que j'étais confuse, à moitié mourante. « C'est pour nous, maman, » a-t-elle répondu, caressant ma main. Son sourire était celui du banquier. Encore. « La maison, c'est une valeur sûre. Plus l'assurance vie de 300 000 €. Tu sais, Michel a tellement de dettes. On va pouvoir repartir à zéro. » Elle a baissé la voix, persuadée que j'étais trop faible pour comprendre clairement. « Il ne faut plus qu'on traîne, maman. Avec la façon dont tu es là, on va pouvoir accélérer les choses. Tu ne souffriras plus après la signature. » C'était là, clairement enregistré. L'admission de l'intention criminelle, le montant, la motivation, tout. J'ai cligné des yeux, laissant échapper une larme de fausse faiblesse. « Merci, ma puce. Je vais me coucher. » Elle est partie, satisfaite de sa performance et de ma faiblesse supposée. Dès que la porte d'entrée s'est refermée, je me suis levée, pas si faible que ça. J'ai versé le bouillon restant dans les toilettes. Puis je suis allée chercher le dictaphone. J'ai écouté l'enregistrement. La voix de Sylvie, si douce, si cruelle. Je suis allée dans la salle de bain. J'ai fait mon bain de pied chaud pendant 15 minutes. J'ai fait mes respirations. Mon cœur s'est calmé. Ma tension que Chantal m'avait appris à mesurer était à 140/80. Une tension de femme normale. J'étais forte. La cuisinière qui avait sauvé tant de plats ratés allait sauver sa propre vie. Je devais maintenant préparer l'acte final. J'ai appelé Chantal pour lui donner le dictaphone. Elle est venue le récupérer par la fenêtre arrière, enveloppé dans une chaussette. « Demain, 10 heures, » ai-je dit, ma voix redevenue ferme. « Tu l'amènes directement au commissaire Dubois, juste avant le rendez-vous. » Chantal a hoché la tête. « Tu es sûre de vouloir y aller, Agnès ? Tu pourrais l'envoyer en prison sans même la voir. » J'ai regardé les 3 marches menant à ma chambre. Je les ai montées sans m'arrêter, sans un halètement. « Non, Chantal, je veux que Sylvie me voie. Je veux qu'elle comprenne que la vieille femme qu'elle a essayé d'enterrer est la seule personne qui pouvait l'y envoyer. » J'ai pris ma plus belle robe, celle que je gardais pour les grandes occasions, et je l'ai repassée. Je ne serais pas la malade qu'elle attendait. À minuit, je me suis glissée sous les draps. Ma respiration était calme. J'ai repensé au sourire de Sylvie, à son avidité. Demain, elle allait voir ma vraie force. Fini l'agonie, fini la peur. C'était l'heure de la justice. Il ne restait que 10 heures avant que je n'arrive chez Maître Leclerc. 10 heures avant que Sylvie ne découvre que son plan ne se déroulerait pas comme elle l'avait prévu. Avant de continuer, dis-moi d'où tu regardes. J'aimerais beaucoup savoir jusqu'où cette histoire va voyager. Mercredi matin, 10 heures. Le silence était lourd dans le bureau de Maître Leclerc, notaire à Villeurbanne. La table de chêne massif brillait, prête à accueillir la signature qui devait sceller mon destin. Il y avait Maître Leclerc lui-même, nerveux, car un rendez-vous comme celui-là n'était pas habituel.
Il y avait Sylvie, élégante dans un tailleur gris, un sourire trop rapide sur les lèvres, certaine de ma faiblesse. Et il y avait Michel, son mari, dont les mains tremblaient légèrement alors qu'il se tenait derrière sa femme. J'étais déjà assise, moi, Agnès Dubois. J'avais choisi ma plus belle robe bleue. Je m'étais présentée à l'heure, sans un mot. Sylvie s'avança. « Maman, ça va? C'est le grand jour. Il faut que tu aies du courage. » C'est à cet instant précis que la porte s'ouvrit à nouveau. Sylvie se figea. Entrèrent Chantal, ma voisine et amie, tenant une chemise cartonnée, et un homme imposant en costume sombre, le commissaire Dubois, du service d'enquête financière, accompagné d'un officier. Sylvie pâlit, ses yeux glissant de moi vers le policier. « Maman, qu'est-ce que cela signifie ?» murmura-t-elle, sa voix se brisant. « Pourquoi la police ?» J'avais tenu une canne en entrant, jouant la faiblesse jusqu'au bout. Sans un mot, je lâchai cette canne qui s'écrasa sur le tapis épais du bureau. Je me redressai, le dos droit, la tête haute. Je n'étais plus la vieille femme malade et gonflée. J'étais Agnès Dubois, la cuisinière, et je venais servir ma dernière assiette. Je fixais Sylvie, mon regard sans la moindre chaleur. « Je ne suis pas venue signer ma mort, Sylvie. Je suis venue signer ton arrêt. » Je posais sur la table, juste devant Maître Leclerc, le petit dictaphone numérique que Chantal m'avait procuré. C'était un objet insignifiant, noir et silencieux, mais il contenait la preuve de sa cruauté. « Commençons par la fin, maître, » dis-je. Je pense que la motivation était nécessaire pour comprendre la méthode. J'appuyais sur le bouton. La voix de Sylvie, douce et calculatrice, emplit la pièce, décrivant la maison, l'assurance vie de 300 000 €. On entendait clairement la somme totale qu'elle convoitait. Ça fait un total de 450 000 € que je récupère enfin, pour réparer les dettes de ton gendre. Puis vint la phrase finale, qui résonna comme une balle. « Tu ne souffriras plus après la signature. » La mâchoire de Michel se relâcha. Maître Leclerc ôta ses lunettes, fixant Sylvie d'un air stupéfait. Sylvie tenta de balbutier une négation, une erreur. « Ce n'est pas ce que vous croyez !» Je ne lui laissai pas le temps. Je continuais, ma voix désormais exempte de toute faiblesse, traçant ma ligne de défense. Il y a 2 mois, ma tension artérielle était de 180/110. Une tension de crise cardiaque assurée, n'est-ce pas, maître? Chantal s'avança et posa le dossier médical sur la table. J'ai les résultats d'analyse des bouillons que Madame Dubois a conservés. Ils contiennent une concentration de sodium dangereusement élevée. En tant qu'ancienne infirmière, Sylvie savait exactement ce qu'elle faisait. Empoisonner sa mère avec du sel, lentement, pour simuler une insuffisance cardiaque due à l'âge. Le commissaire Dubois examina le rapport. « Aujourd'hui, ma tension est de 125/80, annonçai-je. « Comment ?» En cessant de prendre ce que ma fille me donnait. Je regardais Chantal. Chantal m'a appris les gestes qui sauvent, Sylvie. Quand mon cœur s'emballait, je prenais ma respiration. Inspirer 4, tenir 2, expirer 6. 2 minutes de ça, et ma pression chutait de 18 points. Je pointais ensuite mes pieds, désormais fins. Tu as vu l'œdème sur mes chevilles. L'eau s'accumulait à cause du sel que tu m'injectais. Chantal m'a montré comment utiliser une bassine d'eau chaude. 15 minutes par jour. Ma pression chutait de 23 points. Je la fixais. Tu as utilisé mon corps pour me tuer. J'ai utilisé mon corps pour te dénoncer. Sylvie s'effondra, les mains sur la table, le corps tremblant. Elle se tourna vers moi, les yeux remplis de larmes. Ce n'était plus le sourire du banquier, mais le désespoir d'une enfant prise en faute. « Maman, je suis ta fille, ton unique enfant. » gémit-elle. « Tu vas faire ça? Tu vas me livrer? Pense à Michel. » Elle essayait la dernière carte, l'appel au sang.
Je me penchai légèrement vers elle, ma voix devenant un filet de glace. J'ai travaillé à la cantine pendant 30 ans. J'ai nourri des milliers d'enfants, avec soin, pour qu'ils vivent. Tu as tenté de me tuer avec ma propre nourriture, avec du sel, pour récupérer 450 000 €. Je fis une pause, le regard dur. Ma fille est morte le jour où elle a calculé ma mort. Je ne te connais plus, Sylvie. Le commissaire Dubois agissait déjà. Il s'approcha, ses pas faisant claquer le parquet. Il sortit une paire de menottes. Sylvie Dubois et Michel Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide prémédité et escroquerie. Sylvie laissa échapper un cri aigu et tenta de se débattre, mais le second officier la maîtrisa rapidement. Michel ne dit rien, le visage blanc, acceptant silencieusement les menottes. Le commissaire les escorta hors du cabinet, laissant derrière eux un silence assourdissant, brisé seulement par le bruit sec du tampon de Maître Leclerc, annulant les procurations et les documents de transfert de propriété. Le procès fut rapide et dévastateur. Confronté à l'enregistrement irréfutable, aux analyses des bouillons saturés de sodium et aux témoignages calmes mais fermes de Chantal, Sylvie fut reconnue coupable de tentative d'homicide prémédité. Elle fut condamnée à 12 ans de réclusion ferme. Michel, pour sa complicité active dans la fraude et le plan macabre, fut condamné à 6 ans. Sylvie perdit immédiatement son droit d'exercer comme infirmière. La justice les obligea à me verser, solidairement, une indemnité de 200 000 € pour les dommages moraux et matériels causés. Les dettes de Michel furent réglées par la vente de leurs maigres biens, et le reste de l'argent me revint. Le châtiment social fut impitoyable. La famille de province coupa toute relation. Les amis de Sylvie, horrifiés par le complot de l'empoisonnement au sel, refusèrent de la soutenir. Elle et Michel furent incarcérés dans des établissements distincts. Leur avidité pour 450 000 € leur coûta leur liberté, leur réputation et tout lien familial. 2 ans s'étaient écoulés. J'avais 76 ans. La petite maison de pierre, elle, était toujours là. Elle sentait le propre, la lavande fraîche, et non plus le sel amer de la trahison. J'avais utilisé l'indemnité pour fonder une petite association informelle, juste moi et Chantal, baptisée Les 3 Marches. Un clin d'œil à l'endroit où ma maladie avait été la plus aiguë et où ma guérison avait commencé. Aujourd'hui, j'ai plus d'énergie qu'à mes 50 ans. Ma tension est stabilisée à 125/80, sans médication lourde. J'ai perdu 15 kilos, l'eau et le sodium accumulés ayant disparu de mon corps. Toutes les semaines, je reçois des seigneurs du quartier, souvent victimes de l'isolement ou de la malveillance silencieuse de leur propre famille. Je leur enseigne ce que Chantal m'a appris. Je leur montre le pouvoir de l'eau chaude, sur les pieds, pendant 15 minutes. Je leur explique avec des mots simples comment ça soulage le cœur et comment ça peut faire chuter leur pression de 23 points en cas de crise. Je leur enseigne la respiration 4-2-6. Nous sommes une douzaine de femmes maintenant, toutes avec leurs propres histoires. Nous cuisinons ensemble, en bannissant le sel caché, en nous nourrissant de l'amitié que ni l'argent ni la malveillance ne peuvent acheter. Je monte les 3 marches en bois de ma chambre sans même m'en rendre compte. Elles ne sont plus l'Himalaya. Elles sont juste un escalier, un symbole de la force retrouvée. Je n'ai pas pardonné à Sylvie, mais j'ai enterré ma douleur et ma naïveté. Le soir, quand le soleil se couche sur mon potager, je m'assois sur la petite terrasse, à l'endroit exact où je versais secrètement le bouillon dans les géraniums. Je respire calmement, une inspiration de 4 secondes, une pause de 2, une expiration de 6. Le calme est absolu. Sylvie voulait ma mort pour hériter de 450 000 € et éponger des dettes. Aujourd'hui, ma maison est devenue un phare pour d'autres, un lieu d'enseignement de la vie, de l'autonomie et de la santé. La vengeance la plus douce est celle qui n'a pas besoin de poison, ni d'amertume, mais seulement d'une bassine d'eau chaude, d'une respiration profonde
et de la fierté d'avoir choisi de vivre. Et si tu es resté avec moi jusqu'à la fin, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de l'histoire et quel type d'histoire tu aimerais lire davantage. Merci beaucoup d'être ici. À la prochaine histoire émouvante.